Bonjour, moi c'est Patricia de la station Angrignon. Bienvenue au parc Angrignon. Aujourd'hui, nous partons à sa découverte et à son exploration. Pour en découvrir plus, nous partons à la rencontre de François Artaud, qui est l'un des membres des Amis du parc Angrignon, pour en découvrir. Lieu protégé, parce que là, on rentre même à l'intérieur des boisés. Donc nous sommes présentement avec François Artaud. François, enchanté. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bon, donc, je suis citoyen avant tout du quartier Villemort. J'habite à côté du parc Angrignon et en me promenant dans le parc, donc je me suis intéressé beaucoup à ce parc-là. Et c'est pour cela que je me suis associé à l'organisme Les Amis du parc Angrignon. Comme tel, c'est une OBNL qui est enregistrée comme une entreprise légale. Et sa principale mission, je dirais qu'elle a surtout deux volets. La protection des milieux naturels, surtout en milieu urbain, comme le parc Angrignon. Et on s'implique aussi beaucoup dans ce qu'on appelle les corridors écologiques ou la trame verte qui permet d'interconnecter les grands espaces verts pour favoriser la biodiversité dans ces espaces-là. Pour réaliser cette mission-là, on fait différents types de démarches, soit de la sensibilisation auprès des citoyens par des kiosques dans le parc ou lors de certains événements dans le quartier. On fait des représentations auprès des élus municipaux, soit de l'arrondissement ou de la ville de Montréal. On s'implique beaucoup dans un organisme qui est le Conseil régional de l'environnement de Montréal, de Creux Montréal, surtout dans leur comité de la trame verte et bleue qui favorise les corridors écologiques, la connectivité entre les espaces verts. Donc, on est impliqué à travers cet organisme-là et d'autres organismes comme le Réseau des Amis des parcs de Montréal. Donc, on déborde du quartier en faisant valoir un peu nos revendications, notre mission à travers différents organismes à Montréal. François, c'est super bien ce que vous faites pour la communauté, le parc Angrignon, et cet aspect écologique à vouloir développer, sensibiliser. Justement, par rapport à ça, nous sommes en direction d'aller en fait découvrir l'histoire, en fait, le commencement du parc Angrignon. Et donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui distingue le plus Angrignon? Bien, je dirais que par rapport à d'autres parcs de Montréal, ce qui est un petit peu différent, c'est toute la partie plus à l'ouest du parc, qui est un secteur qui n'a jamais été déboisé. Donc, par rapport à beaucoup d'autres parcs à Montréal, dont certains sont des anciens sites d'enfouissement et qui ont été recouverts et transformés par la suite en parc, ici, on a un grand secteur qui n'a jamais été déboisé. Donc, ça fait que c'est une forêt naturelle qu'on a au cœur de la ville, de nos quartiers, et qui fait qu'au niveau de la ville de Montréal, la majorité du parc est considérée comme un milieu naturel protégé, justement à cause du fait que c'était une forêt naturelle. Donc on retrouve énormément de plantes, d'arbres différents, et ce qui est, je dirais, c'est la richesse du parc par rapport à beaucoup d'autres parcs à Montréal. Au début, on avait fait certaines affiches avec Jean-Baptiste. Exact, oui. Des fois le A Angrignon. OK. Puis à un moment donné, ils ont dit il ne faut pas oublier le Arthur. OK. Parce que c'est réellement c'est surtout avec le nom de Arthur que les descendants de M. Angrignon le connaissaient. OK. Ben, des Jean-Baptiste, de façon traditionnelle, il y en a eu peut-être beaucoup aussi. Donc, le Arthur
Arthur, c'était probablement son prénom qui était le plus distinctif aussi de la famille. OK. Souvent, ça va aller aussi en fonction de la famille. S'il y a des beaux-frères qui ont les mêmes prénoms, Exactement, qui ont à un les moment mêmes- donné, ils trouvent Le nom redondant, donc il faut Ouais. changer. Ouais. S'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est de ne pas sous-estimer la grandeur du parc en Grignon, car nous avons parcouru plusieurs kilomètres avec Monsieur François. Avant d'arriver à la destination de la Pierre Tombon, nous avons fait un petit arrêt au début de la création du parc en Grignon, la première partie. François, est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est en ce moment? Bon, ici, on rentre dans la première partie du parc, on peut dire. Le parc, c'est bâti, on peut dire, en 3 périodes, OK. avec l'achat de 3 terrains adjacents. Le premier terrain a été loué en 1926. C'est la partie la plus à l'ouest qui est adjacente à l'arrondissement de La Salle. OK. Donc, et ce qu'il y a de particulier, ce que je mentionnais, c'est cette partie-là qui n'a jamais été déboisée. Les anciens propriétaires, c'était une firme de développement qui appartenait à M. Monk qui est mort. Il y avait peut-être d'autres associés, mais je sais qu'il y avait ces 2 personnes-là qui étaient propriétaires de cette compagnie-là. Ils faisaient du développement. C'est eux autres qui ont développé certains secteurs dans le quartier Villemort. Et ce secteur-là n'a jamais été déboisé. Est-ce que c'est juste ce secteur ici ou c'est tout en Grignon de ce côté aussi là-bas qui a été qui n'a pas été déboisé? Donc, la partie qui n'a pas été déboisée, c'est du canal de l'Aqueduc D'accord. jusqu'à la partie nord du parc, qui est à la limite de Ville-la-Salle. OK. La partie, les 2 terres qui ont été achetées, qui sont plus du côté est en allant vers du boulevard Trinitaire, OK. ça, ils ont été en partie déboisés. C'était un peu plus marécageux et il y a eu l'agriculture qui s'est faite. Donc, il y avait un secteur que c'était des particuliers qui avaient le terrain. Le terrain. Et le dernier terrain qui est presque rendu sur le boulevard des Trinitaires, ça appartenait à l'époque, ça s'appelait l'hôpital protestant. C'est l'Institut Douglas aujourd'hui. Ce terrain-là leur appartenait. OK. Plus à l'ouest, Ouais. le canal de la Chine et le canal de l'Aqueduc sont comme parallèles. D'accord. Les 2 partent du fleuve, soit La Salle, je pense que c'est La Salle pour le canal de l'Aqueduc, Oui. et ça se rend jusqu'à proche du marché Atwater. C'est là qu'il y a une usine, la première usine de filtration de l'eau potable. Donc c'était l'usine principale pour l'eau potable. OK, donc ça fait en sorte au que- début du 20e siècle, là, dans les années 1900-1920, c'était l'usine principale. L'usine principale. Là, il y a d'autres usines qui sont créées. Ou... Et il y en a une deuxième qui a été construite à La Salle. Je pense que c'est le... Je suis pas sûr du nom. Mais il y en a une deuxième qui a été construite à La Salle, toujours le long du canal de l'Aqueduc. L'Aqueduc. Donc, les 2 usines s'alimentent, ont la même source. même- Et ça alimente une grande partie, ça alimente Montréal. Donc, nous sommes finalement arrivés à la pierre du parc en Grignon, honorée pour Jean-Baptiste Arthur en Grignon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus du créateur du parc? Monsieur Angrignon, lui, il est né à Saint-Placide, en banlieue de Montréal. Et il a immigré, il a déménagé à Montréal assez jeune. Et c'était à la base un commerçant. Il y a eu des commerces de viande de salaison qu'on appelait à l'époque, genre de boucherie. Il y a déjà eu une boucherie aussi sur le boulevard Monk. Donc c'était à la base un commerçant du quartier. Et au début des années 20, il s'était présenté comme échevin. À l'époque, les conseillers municipaux, on les appelait échevins. Donc, à l'époque, le quartier Saint-Paul, mais c'était une ville aussi. Il y a eu, selon différentes époques, les quartiers, c'était
Ville-et-Mort. Il y a eu des fusions avec Côte-Saint-Paul et tout ça. Et M. Angrignon, lui, il a quand même été échevin plus d'une dizaine d'années, donc de 1921 à 1934. Et membre du comité exécutif, ben, c'est comme encore aujourd'hui, le comité exécutif, c'est quelques élus qui gèrent plus haut niveau la ville de Montréal. Le nom est venu de Parc Angrignon. Quand je vous parlais qu'il a été loué en 1926, à l'époque, la première année, on l'a appelé Parc Crawford parce que le tout premier propriétaire, avant qu'il soit vendu à un groupe de promoteurs, c'était M. John Crawford qui en était propriétaire. Donc, et c'était une personne importante aussi à Verdun. Donc, c'est pour ça que la première année, il a porté le nom de Parc Crawford. Mais très rapidement, il y a eu une pétition qui a été préparée par les citoyens, signée par les citoyens du quartier, pour demander que le parc devienne Parc Angrignon. Donc, c'est à cause du travail honorable de M. Angrignon, qui, à l'époque, peut-être on n'y pense plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas tout le monde qui avait de l'aqueduc, l'égout et tout ça dans toutes les rues, les services, comme on connaît aujourd'hui, que c'est rendu normal d'avoir. Ouais. Mais à l'époque, c'était en construction. Donc, lui, il a fait beaucoup pour que le quartier se développe et qu'il y ait des services aussi. Il y a quand même beaucoup de signatures. Ah non, c'est ça, c'est juste la première page. Là. Oh my God! Oh wow! Oh wow! Le parc Angrignon était populaire. Et ça, c'est la fin. Et ça, c'est son dépôt officiellement le 9 juin 1926. Et après, ici, c'est la résolution du 17 janvier 1927 qui indique que l'ancien nom Parc Crawford dans le quartier Saint-Paul devient Parc Angrignon en l'honneur de l'échevin du quartier. Eh bien, il reste toujours apprécié et le parc reste toujours un des endroits les plus mémorables à visiter. Maintenant, le mythe le plus affirmé par rapport au parc Angrignon, c'est le fait que tout le monde pense qu'il appartient à La Salle. Cependant, on a découvert récemment qu'il appartient plutôt à Ville-et-Mort, qui est situé en fait au sud-ouest de la région. En fait, ils sont très entrecollés, donc beaucoup de personnes pensent que, étant à La Salle, nous sommes à Ville-et-Mort. Est-ce que vous pouvez en fait développer pourquoi, comment ça se fait que le parc Angrignon n'appartient pas à La Salle? Comme tel, à l'origine, en 1926, il n'y avait pas de fusion, il n'y a pas eu les fusions municipales qu'on a connues il y a une vingtaine d'années. La Salle, c'était une ville indépendante de Montréal et de certains quartiers de Montréal qui s'étaient formés en ville. Donc, les terrains qui ont été acquis pour former le parc Angrignon ont toujours été dans le secteur de Ville-et-Mort et Côte-Saint-Paul. Donc, d'où, quand les quartiers se sont annexés tranquillement à Montréal, ce secteur-là est toujours resté à Montréal. Il n'y a aucun terrain qui à l'origine qui était à La Salle. Si on regarde une carte, on a trois côtés du parc. On est comme encastré un peu dans La Salle, qui laisse donner l'impression qu'on est à Ville-la-Salle, mais officiellement, ça a toujours, depuis sa création, été à Montréal. Un paysage là, sur le bord d'un lac. Exactement, mais c'est le fait qu'on est à Montréal. Être à Montréal. Et ne pas sentir d'être à Montréal. À Montréal, c'est
En tout cas, moi, c'est ce que je trouve qui est merveilleux. Qui est merveilleux avec ça. Donc présentement, nous sommes sur le côté modulaire du parc Grignon, un peu plus au sud, je dirais. Il y a beaucoup plus le côté où les personnes viennent faire du barbecue. Grignon est connu pour ses festivités aussi et ce côté accueillant. Donc ici, on aimerait savoir en fait, qu'est-ce que vous appréciez le plus? C'est le milieu naturel. C'est de dire que quand on se promène dans le parc, et ce que beaucoup de gens nous disent, c'est on n'a plus l'impression d'être à Montréal. Ouais. C'est quand on regarde alentour du Grand Étang, on voit aucun fil électrique, aucune rue, aucune maison. On pourrait être dans les Laurentides ou dans les cantons de l'Est, être loin de Montréal, mais voir le même genre de paysage. Ça, c'est réellement, je pense, qui est le point fort du parc, de cette nature-là qu'on peut se reconnecter à Montréal. C'est sûr que pour les familles, c'est quand même bien d'avoir certaines zones aussi d'activité pour favoriser la présence des familles. Donc, ça permet aussi aux familles de se promener et aussi tranquillement que les jeunes voient aussi la beauté du parc. Justement, ce côté de la beauté de la nature qu'on veut observer, c'est important de la préserver. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes, en fait, justement, pour la sensibiliser à garder ce côté naturel-là tout en profitant? C'est toujours, je dirais, qu'un équilibre aussi à maintenir dans des parcs comme ici au parc en Grignon, qui ont un milieu naturel très particulier, de favoriser la présence, mais de limiter certaines activités qui peuvent être plaisantes pour les gens, mais qui pourraient avoir un impact négatif aussi sur la présence, entre autres, de la faune dans le parc. Beaucoup de parcs qui ont des milieux naturels, un peu plus naturels, c'est la même problématique. C'est ce qu'on appelle les sentiers illicites. C'est que les gens quittent les sentiers principaux pour marcher un peu n'importe où dans le boisé. Ce qu'on ne voit pas en réalité, ou qu'on sait l'apercevoir pour les gens qui ne connaissent pas les milieux naturels, c'est que en dessous, dans les milieux boisés, là, la vie est peut-être même plus importante dans le sol qu'à l'extérieur. Donc, quand on marche en dehors des sentiers, on compacte les sols et ça étouffe la nature qui est en dessous. Le tril blanc, la sanguinaire du Canada, ça, ce sont deux plantes qui sont classées vulnérables, mais ils ne poussent qu'au printemps, avant que les feuilles sortent. Donc, quand il commence à faire chaud, le soleil pénètre jusqu'au sol dans les boisés. C'est là que ces plantes-là fleurissent et moindrement que les feuilles sortent, ils sont à l'ombre. La fleur disparaît, mais à l'été, on ne les voit plus. On a l'impression qu'il n'y a presque rien, tout ça. C'est là qu'il est dommage qu'en quittant les sentiers, on écrase ces plantes-là et on peut les voir disparaître ou diminuer en quantité importante. Donc ça, c'est un des aspects. Et l'autre point aussi qui est dommageable, même dans tous les parcs, il y a des interdictions de faire des feux. Ça, c'est toujours des conditions critiques aussi. Donc, un feu mal contrôlé, quand on fait ça en plein milieu d'un boisé et tout ça, ça peut être très dommageable. Il y a déjà eu le long du Grand Étang des feux qui ont été faits il y a quelques années et c'était immédiatement à côté de plantes qui s'enflamment très facilement, le phragmite, qui est en l'entour du Grand Étang et c'est une plante qui peut s'enflammer facilement. Donc, un feu de camp mal contrôlé ou un coup de vent malheureux et avec des plantes qui s'enflamment rapidement, ça peut être des dommages importants qui peuvent être faits au milieu. Donc, si on veut que les générations futures voient la même qualité de boisés et de biodiversité qu'on a présentement, mais il y a des règles minimum de bon comportement, mais qui ne nous empêchent pas de se promener dans les boisés, dans les sentiers. Pendant l'entrevue,
qu'on avait eu avant, vous avez aimé le fait que les sons sonores peuvent être aussi peuvent avoir un impact et endommager aussi la nature. Est-ce que vous pouvez plus un peu détailler sur ça? La pollution sonore, ça peut avoir des impacts insoupçonnés quand on connaît moins la biodiversité. Même on a eu, nous autres, une conférence d'un spécialiste dans le domaine qui a écrit un livre sur la pollution sonore et c'est ce qu'il disait que il y a beaucoup d'animaux aussi qui communiquent par le son. Donc, il y en a qui vont détecter leurs prédateurs en les entendant venir. Il y en a d'autres qui séparent le son, un peu comme on a ici des petits ducs maculés. Lui, il chasse plus le soir, mais c'est beaucoup au son. Il entend les petits animaux au sol. Et s'il y a de la perturbation sonore, il va avoir plus de difficultés à détecter ses proies. D'ailleurs, selon les règlements de la ville, la présence non autorisée de système de son, c'est interdit. Les amis, donc c'est la fin de cette petite tour guidée. Nous remercions franchement François Artaud d'avoir mis son temps avec nous, de nous avoir vraiment détaillé, d'avoir fait découvrir, explorer le parc Grignon avec une précision dans son histoire. Donc nous vous remercions, merci à vous. Pour conclure en fait cette vidéo, j'aimerais avoir 3 astuces courtes sur comment en fait on pourrait préserver avec les jeunes la nature du parc Grignon, la beauté du parc Grignon. Je dirais que c'est de prendre conscience. Le premier point, je pense, c'est de prendre conscience de la beauté et du privilège qu'on a d'avoir dans le sud-ouest un aussi grand espace vert. Moi, devant qu'on prend conscience de ce fait-là, je dirais que c'est plus facile de dire, mais il faut le préserver. Moi, ce que je dis à chaque fois qu'on fait des présentations, on a fait des visites guidées dans le parc, ce que je mentionne, c'est quand il y a des jeunes, des tout petits, je dis, j'espère que quand ils vont avoir mon âge, qu'ils vont voir un parc aussi beau, sinon encore plus beau, de le préserver. Donc, on ne cueille pas, on ne marche pas en dehors des sentiers. Déjà, faire cette précaution-là, c'est déjà un grand pas pour préserver notre nature. Et penser qu'il y a beaucoup de gens aussi qui viennent ici pour être en contact avec la nature. De prendre le temps de se promener, c'est peut-être le message que j'aimerais passer. Les amis du parc Grignon, ils ont des activités qui sont toujours présentes sur leur site sur Facebook que vous pouvez toujours aller consulter. Ils font beaucoup d'activités, des fois pendant l'automne. Donc vous pouvez toujours aller consulter la page Facebook justement pour aller voir en fait qu'est-ce qu'ils offrent. François, je sais qu'ils offrent des corvées qui sont offertes en automne. C'est ça, nous on fait habituellement 2 corvées chaque année, une au printemps pour préparer, on peut dire, l'été pour nettoyer le parc et on en fait une à l'automne pour ramasser ce que les gens ont laissé durant l'été. Mais nous remercions vraiment beaucoup pour votre temps et nous avoir exprimé en fait cette beauté du parc Grignon. On n'oublie pas, guys, qu'on peut profiter de la nature tout en s'amusant, mais qu'il faut la préserver en faisant preuve de sensibilité par rapport aux feuilles, aux plantes, comme M. François l'a dit. Et donc, n'oubliez pas de vous amuser, mais pensez au fait que la nature aussi, ce sont des espèces humaines, dans un sens.